L'entrepreneuriat agricole aujourd'hui, c'est quelque chose par lequel on peut beaucoup se développer et il y a beaucoup d'opportunités, mais sauf qu'il faut un suivi, il faut suivre correctement. Alors, Les jeunes aujourd'hui ne sont pas patients. science. Ouh, ils veulent courir. Les jeunes doivent apprendre à aller doucement. Mais imaginez-vous un petit enfant qui sort de l'école, il a 25 ans, on fait une levée de fonds de 25, 50 millions, on lui donne. Mais qu'est-ce qu'il connaît de la gestion de l'argent? L'idée, quand tu as une très bonne idée, bien ficelée, généralement, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. J'ai commencé avec 200 000. Vous commencez votre vie avec des prêts, vous allez échouer. De pousseur à chef d'entreprise, Jean-Christin Téné est à la tête de 3 entités Made in Cameroun. Plus connue sur le nom de Agromaf, c'est une entreprise qui prend de plus d'ampleur au Cameroun. Bonjour Christin et bienvenue dans le coin de l'entrepreneur. Bonjour madame, merci de penser à nous et de passer par chez nous. C'est un plaisir. Alors, pouvez-vous vous présenter à nouveau auprès de nos téléspectateurs? Bon, je ne sais pas exactement ce que je vais vous présenter, le privé, le professionnel, tout et tout. Bon. Qui est Christin? Que fait-il? Oui, bon, Christin, c'est vaste aussi. Ben, c'est un enfant qui est né dans l'ouest Cameroun, Oui. exactement le 29 avril de l'an 70. Je suis issu des parents agriculteurs en majorité parce que enseignant catéchiste pour 30 000 francs de salaire par mois, on ne peut pas appeler ça une profession. Donc, beaucoup plus agriculteur. Donc, aujourd'hui, je fais dans l'entrepreneuriat. J'ai une entreprise qui fait dans la phytosanitaire, c'est-à-dire qui met à la disposition des planteurs des produits pour pouvoir faire de l'agriculture. Mettre à la disposition non seulement des produits, mais de l'expérience. Nous faisons aussi de la recherche et du développement dans ce domaine. Ça veut dire qu'il y a des moments où quand il y a une culture qui a des problèmes, nous on essaie de réfléchir sur la façon avec laquelle on peut résoudre ce problème, notamment avec des laboratoires européens et chinois, problèmes spécifiques. On a la deuxième entreprise qui s'appelle Boncher, la société Boncher, qui récupère pratiquement tout ce qui est fait par la première, c'est-à-dire quand un planteur a fini de cultiver, forcément il faut que quelqu'un le lui rachète ça, le surplus, qu'il ne peut pas consommer. Il faut qu'on l'achète pour la transformer, bien qu'on trouve des débouchés. La deuxième entreprise est là pour reprendre ses produits et pour faire un process, c'est-à-dire pour le transformer. Qu'est-ce que nous faisons dans Boncher? On fait de l'élevage, du poulet, porc, et un peu de bovin. Et toujours dans Boncher, on fait de la transformation industrielle, c'est-à-dire qu'on fait des jus d'ananas, on fait du tapioca, on fait de l'ananas séché. Et depuis quelques jours, nous faisons aussi des liqueurs, c'est-à-dire de l'alcool. Et sans oublier un autre nouveau-né. Nous transformons actuellement du soja que nous utilisons dans nos élevages. Parce qu'on avait une très grande difficulté au niveau du Nord Cameroun, à savoir, on cultive le soja, mais on ne peut pas l'utiliser dans nos élevages. Parce qu'il faut des équipements spécifiques pour pouvoir permettre que cette protéine puisse être assimilée normalement par les bêtes. Donc, on a investi dans une mini unité de transformation du soja, ce qui permet maintenant que les poulets que nous produisons puissent être issus de tout ce qui est produit par nos planteurs. La troisième entreprise, c'est la face visible de l'iceberg, parce que c'est celle-là qu'on voit la plus, qui est Saveur de Vigne, c'est comme ça que je l'ai appelée. C'est elle qui vend tout, en fait. Donc, elle vend tout ce que les autres font. Donc, c'est elle qui encaisse de l'argent pour envoyer chez les autres. C'est-à-dire, tous les jus qui sont produits, c'est elle qui vend. Tous les poulets, c'est elle qui vend. Tous les pots, c'est elle qui vend. Donc,
C'est un peu ça que nous avons structuré, qui en fait fait un cercle. Parce que l'un dépend de l'autre, l'autre dépend de l'autre, ainsi de suite. Mais comment vous êtes venu cette idée de créer cette entreprise? Étant fils de paysan, catéchiste, bon, naturellement, quand nous sommes petits, quand vous grandissez dans une zone comme l'Ouest Cameroun, Oui. de façon automatique, vous accompagnez vos parents au champ. C'est une très bonne éducation qui a tendance à se perdre aujourd'hui parce que aujourd'hui, les parents ne vont plus au champ avec les enfants comme c'était le cas avant. Mais à notre époque, on allait au champ avec les parents et c'est là où on prend on a appris un peu tout doucement à faire de l'agriculture en leur suivant. Bon, je ne peux pas dire que une fois que j'ai pris un peu de l'âge, que c'est forcément le fait d'avoir travaillé avec les parents dans l'agriculture qui a fait que je parte là-bas. Non, c'est une réflexion personnelle parce que à partir d'un certain âge, 8, 9 ans, moi j'ai commencé à être pousseur, à faire du travail du pouce parce que le papa, il avait un pouce à la maison, bon, le pouce qu'on utilisait pour aller au champ, porter les choses pour entrer en ville avec. Je l'ai utilisé pratiquement toutes les vacances pour travailler, pour avoir de quoi payer la pension, payer les fournitures scolaires. Et souvent, les samedis et dimanches, je l'utilisais aussi pour pouvoir payer tout ce qu'on aura comme charge durant la semaine. C'est-à-dire que samedi et dimanche, tu travailles pour pouvoir avoir un peu d'argent à manger durant la semaine. Donc, c'est comme ça que je peux dire je me suis débrouillé. De temps en temps, ce n'était pas très évident parce que vous vous rendez compte quand vous êtes dans des salles de classe avec vos camarades de classe et que durant l'année scolaire, il va vous voir pousser au marché. En classe, il lance ça. Il lance des pics. Il lance des pics, on t'insulte. Oh, pousseur, pousseur, tout ça. Bon, quand tu ne peux pas parler, parce que quand tu essaies de parler, il y a quelqu'un qui va dire, oh, mais le pousseur là, qu'est-ce qu'il parle même là? Bon, ça te refroidit un peu. C'est comme ça qu'il y a des années où j'ai dit, non, 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 vraiment, moi, je ne vais pas pousser cette année parce qu'il faut que je me cache un peu de mes amis. Mes amis ne devraient pas me voir. Bon, j'ai aussi travaillé longtemps dans des chantiers, c'est-à-dire tourner les bétons, porter les parpaings. Ben, moi, je n'ai même pas pu faire ça 2 mois parce que je me suis rendu compte que aller travailler, c'était pour rien. Parce que alors qu'avec mon pouce, moi, j'étais mon propre boss. Donc, et puis, donc, il y a cet aspect aussi. Bon, on est allé progressivement jusqu'à ce que, aux environs de 16-17 ans, j'ai eu dans mon quartier un homme d'affaires qui était commerçant. Bon, il est encore là et il est vivant à Bafoussam. Bon, à force de bien travailler, il m'a pris comme titulaire, quoi. Donc, forcément, ce n'est qu'avec lui que je travaillais. Je n'ai travaillé qu'avec lui. Mais je travaillais avec lui comme pousseur. C'est moi qui livrais tout ce qu'il vendait. Et comment est-ce que j'arrive à le connaître? J'arrive à le connaître justement parce que j'avais fait quelque chose de pratiquement inconscient. Des choses que je demande toujours aux jeunes aujourd'hui de faire. Parce que vous allez vous rendre compte aujourd'hui, des jeunes qui finissent leur scolarité, ils disent qu'ils n'arrivent pas à trouver des financements. Oh, tel oncle ne me donne pas ci, tel autre ne me donne pas ci. Mais attends, il va te donner ça pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour lui pour être en train d'espérer que lui, il fasse quelque chose pour toi? Moi, je me rappelle, à l'âge de 16 ans, exactement, il y a ce monsieur, il était commerçant. Devant sa porte, il y avait un tuyau d'eau qui était percé. Et je me suis rendu compte qu'il rendait, puisqu'il allait faire le marché de brousse, il rentrait avec sa pick-up qui était de couleur bleue. Et c'était tout le temps sale. Moi, qui ai grandi dans une famille là où les parents nous obligeaient à faire un certain nombre de choses, je me posais toujours la question de savoir pourquoi est-ce que les enfants de cette maison ne nettoyaient pas. Bon, j'ai pris sur moi de prendre une boîte de Nido, je me rappelle très bien, je crois que ça devait être un Nido 5 kilos comme ça vite, et j'ai commencé à laver cette voiture. Pour rien. Je lavais et je partais.
Ou bien je l'avais, j'allais m'asseoir quelque part, je voyais comment quand il sortait pour redémarrer sa voiture, parce qu'il rentrait toujours autour de 15 heures et il ressortait toujours autour de 18 heures pour aller avec ses amis. Je l'avais, puis j'étais content. Un jour, je ne demandais rien, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Un jour, on est allé au village, parce que c'était le moment de récolter les arachides. Il fallait accompagner les enfants au village. Bon, ça c'est à Bafoussam. On est allé au village à Bansoua, qui est mon village. Il fallait qu'on aille aider les parents à récolter. Et puis, sa voiture a fait 1 mois sans être lavée. C'est-à-dire, subitement, un jour, il sort, il trouve que sa voiture n'est pas lavée. Pendant 1 mois. Et il commence à poser la question à la maison, ben, pourquoi on n'a pas lavé sa voiture? Ben, apparemment, tout le monde dit, ben, on ne sait même pas de quoi tu parles là. Donc, personne ne savait qui l'avait. Ben, jusqu'à ce que je rentre et je recommence. Quand je recommence à laver, il sort et il demande à cette qui a lavé la voiture, personne ne sait. Le lendemain, il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a garé la voiture. 15 minutes après, il est sorti regarder. Il m'a vu en train de laver. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeté la boîte et je me suis mis à pied. C'était quelqu'un d'assez autoritaire. Il m'a dit, viens ici. Je suis venu en pleurant. Il m'a dit, ton père est où? J'ai dit, j'habite en haut là. Il est où? J'ai dit, il est au village. J'habite en haut. Et à ma surprise, il se met devant la porte et il dit, il appelle son épouse. Elle vient. Elle dit, l'enfant, c'est désormais à un plat ici, à la maison. Tous les jours. C'est comme ça donc que je deviens un enfant de la maison. Et c'est comme ça donc, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais souvent dans les vacances? Je dis que je suis pousseur. Désormais, tu viens devant ma porte. Tout ce qui est acheté, tu t'en vas livrer. Or, vous vous rendez compte, c'est comme ça que je crée le contact avec quelqu'un qui pouvait me donner un coup de main. Je lui ai rendu un service pour lequel il a été reconnaissant. Et c'est la même chose que je dis aux enfants aujourd'hui. Quand vous vous attendez que votre oncle, un tonton tel vous aide, qu'est-ce que vous avez fait pour ce tonton? Vous vous rendez compte aujourd'hui des jeunes, même seulement, quand vous marchez en route là, vous trouvez quelqu'un dont la roue a crevé. Il demande de l'aide aux jeunes. La première chose que les jeunes lui disent, tu donnes quoi? Si tu ne donnes rien, personne ne va t'aider. Non, personne ne va t'aider. Bon, imaginez-vous un seul instant, un voisin, il a sa roue qui est crevée, il t'appelle, tu lui dis, tu me donnes quoi? Tu ne me donnes rien, je fais. Bon, parce qu'il est coincé, il te donne quelque chose. Tu l'aides à... Mais c'est fini le service, il ne se souvient plus de toi, c'est terminé. Mais supposons un seul moment que tu viens l'aider naturellement. Tu as l'habitude de venir aider ce voisin, ce tonton, à laver sa voiture, à désherber devant lui, à fendre le bois, à laver les assiettes, à faire telle petite course gratuitement. Qu'est-ce qu'il va se passer? À un certain moment, il va être toujours constamment en train de te poser, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Oh, tonton, j'ai eu le bac. Mais qu'est-ce que tu fais? Tonton, je n'arrive pas à trouver du travail. Oh, ben, c'est pas possible. Il va commencer à chercher un peu de partout pour pouvoir vous trouver quelque chose à faire. Parce qu'il sait que vous êtes un enfant obéissant. Ben, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui des jeunes? Le jeune, c'est que quand tu lui demandes un moindre service, il faut que ce service soit rémunéré et là, immédiatement. Et là, quand ça se passe, tout le monde, ça dit que c'est un peu comme si tu es quitte. Tu ne peux pas le voir demain lui poser la question de pourquoi, ou bien le voir au chômage, lui poser la question pourquoi. Non. Il t'avait rendu un service, un jour tu l'as payé. Donc, c'est ainsi que moi, j'ai travaillé comme pousseur chez lui pendant presque 5-7 ans. Et quand j'ai eu le bac en 91, bon, il est clair que avant d'avoir le bac, moi, je savais déjà que je ne continuerais pas parce que les universités n'étaient qu'à Yaoundé. Il fallait aller à Yaoundé pour faire l'université. J'ai commencé à calculer. Mais qui de ma famille peut me donner 10 000? Il n'y a personne. Est-ce que je peux faire le pouce à Yaoundé pour continuer à l'université? Mais comment je vais faire le pouce puisque je ne connais pas Yaoundé? Je n'ai même personne là-bas. Ensuite, je me recule, je dis, ben, qu'est-ce que je fais? Et puis, je me pose la question. Parce que ça me fait très mal, parce que je sortais toujours l'un des premiers, c'est l'un des premiers de ma promotion, c'est-à-dire à l'école, j'étais tellement brave. Moi, j'avais pensé à un certain moment que je faisais le CUS, et ainsi de suite. Mais quand il faut faire le concours, bon, vous savez comment ça se passe. Tu as quoi pour pouvoir passer le CUS?
La dernière option, c'était qu'il fallait que je continue avec mon pouce. Parce que là, c'est là où je réfléchis et je prends conscience que à un certain moment, il faut pouvoir arrêter. Je me rappelle le président de la République qui a dit il y a peut-être 4-5 ans, lors d'un message qu'il passait à la jeunesse, quand il demandait à tout le monde d'arrêter au bac et de faire des petits métiers. Les gens n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Mais c'était très, très réfléchi. Parce que les petits métiers aujourd'hui sont en train de disparaître. Ce n'est pas évident de trouver un plombier ou un maçon. Non, tous. Tout le monde veut porter la veste et puis ce n'est pas tout le monde qui peut être dans des bureaux climatisés. Donc, c'est comme ça donc, que je dis qu'est-ce que je dois faire. Je retourne le pouce. Bon, quel est l'avenir que je peux avoir dans le pouce? Je ne trouve pas d'avenir. Mon patron chez qui j'ai travaillé, il faisait de la cosmétique. On était pendant les villes mortes. J'ai dit, ben attends, pourquoi ne pas commencer un petit commerce où je peux essayer de mieux m'exprimer là-bas. J'ai commencé le cosmétique. Je me rappelle le jour où je suis venu lui dire, ben attends, moi je veux faire le cosmétique. Il me dit, tu as combien? Je lui ai dit, j'ai 35 000. Il s'est mis à rire. Et comment j'avais eu les 35 000? J'ai fini de composer le bac. J'ai vendu ma bouteille de gaz. J'ai vendu mon poste radio. J'ai vendu mon appareil de photo. Tout ça a fait 35 000. Je suis venu de lui remettre. Et le 16 juin de l'an 91, il m'a donné des produits de beauté pour, je crois que c'était 260 000 total, y compris les 35 000. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le porte-en-porte. Parce qu'on était, quelques jours après les villes mortes commencent, il fallait faire le porte-en-porte. C'est-à-dire que moi, je faisais le porte-en-porte. Je devais savoir que dans cette maison, il y a 7 femmes qui utilisent le Dermovat, elle utilise le Top Gel, l'autre utilise le savon Caribou, l'autre utilise le Silver Rose, l'autre utilise le Sukisa Bango, l'autre utilise le gel pour les cheveux, et ainsi de suite. Donc le Thermovat, le Tempovat, tout ça. J'avais tout un gros bouquin avec le nom des femmes et les maisons, les adresses. Donc je ne faisais que faire le tour des maisons, savoir que j'ai livré telle chose ici, il y a 2 jours. Normalement, le timing d'utilisation d'un savon, peut-être c'est 1 semaine. Je sais que ça doit être déjà fini. Je cours là-bas, toquer déjà pour dire, ben, apparemment ton savon là est déjà fini. Ah oui, tu as raison. Comment tu as fait pour savoir que mon savon est fini? C'est comme ça que de juin à décembre, en faisant le porte-à-porte, j'ai pu prendre un capital de 35 000 à 2 millions en décembre. C'est-à-dire quand le marché se réouvre en décembre, j'aurai 2 millions. Alors, vous l'avez dit, si tôt, vous avez commencé déjà le monde actif à l'âge de 9 ans. Et d'après ce qu'on peut voir, on se rend compte que c'est cette évolution qui a permis de façonner l'homme que vous êtes aujourd'hui. Un peu aussi, mais je peux aussi dire ici quelle est la situation dans laquelle on vit. Et c'est pourquoi je demande aux parents aujourd'hui de ne pas négliger le fait d'enseigner leur métier à leurs enfants. Parce que l'enfant peut aller devant et ça ne va pas. Il se souvient quand même que mon père faisait ci, mon père faisait ça. Vous m'avez posé la question tout à l'heure parlant de l'agriculture. Je me suis longtemps posé la question de savoir comment est-ce que mon père nous a élevés, nous 12. Je ne comprenais pas comment il a pu, avec 30 000 francs, élever 12 enfants, les envoyer à l'école. Comment il a fait? C'est là où je me rends compte qu'il était installé sur moins de 2 hectares. Nous, on allait au champ tous les samedis. Il était installé sur moins de 2 hectares de terrain. Ce n'est qu'il y a moins de 10 ans qu'en faisant, c'est quand je commence l'entrepreneuriat agricole, qu'en faisant des recherches minutieuses, je me suis rendu compte que c'est ces 2 hectares-là, en réalité, qui a permis qu'ils puissent envoyer tous les enfants à l'école. Parce que si je me mets ici à vous sortir des fiches techniques de certains produits, de certaines cultures, vous allez vous rendre compte que c'est très rentable. Mais sauf que personne ne le sait. Avant que vous n'arriviez, là, j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui est à Tchon, qui se propose de me vendre 3 petits sacs de Bitacola pour 1 200 000. Vous imaginez? Qui peut imaginer que 3 petits sacs de 50 kilos de Bitacola coûtent 1 200 000?
Donc, c'est juste pour dire, l'entrepreneuriat agricole aujourd'hui, c'est quelque chose par lequel on peut beaucoup se développer. Il y a beaucoup d'opportunités, mais sauf qu'il faut un suivi. Il faut suivre correctement. Alors, Donc, quel est le bilan que vous pouvez faire depuis que vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat? bon, le bilan. Ben, je peux dire, il est positif parce que quand je vois ce que j'ai pu réaliser, Oui. partant de là où je suis parti jusqu'aujourd'hui, je ne peux qu'encourager tout le monde à se lancer dans l'entrepreneuriat. Bon, je voudrais aussi dire, il y a beaucoup qui disent que c'est difficile, certes, mais comme je l'ai dit, il faut commencer tôt, par exemple. Donc, que les parents n'arrêtent pas d'enseigner les enfants dès leur plus bas âge à faire un certain nombre de choses. Parce que votre métier que vous connaissez, vous pouvez la transmettre à votre enfant. Vous pouvez enseigner chaque fois que vous allez faire votre métier. Vous prenez votre enfant derrière vous, il voit comment vous faites. Ça peut lui sauver la vie demain. Et ça peut être une base pour lui. Il peut le rêver, faire ci, ça, il rêve. Mais quand il rêve et il voit que les rêves ne peuvent pas se réaliser, il se rappelle quand même. Il a marché derrière papa, il a marché derrière maman. Il a pu de façon naturelle apprendre un métier qu'il peut moderniser maintenant avec les connaissances qu'il a eues à l'école pour pouvoir exceller. Alors, vous nous avez parlé de Saveur de Vigne, qui est une cave à vin. C'est quoi l'histoire derrière? Et déjà, pour ceux qui nous regardent, c'est quoi une cave à vin? Bon, une cave à vin, c'est là où on vend du vin, c'est la vente de l'alcool. Et nous avons, vous savez, pour boire de l'alcool, il faut manger. C'est pourquoi à côté, le poisson que nous élevons, il est sur place. Parce que pour boire du vin, il faut manger. Pour boire, il faut manger du poulet, il faut manger du porc. Il faut, donc, vous allez voir, il y a tout ça qui se retrouve sur place. Pourquoi le choix de l'alcool? Parce que les Camerounais sont très friands d'alcool. Donc, il faut le mettre tout autour. Et les vins, on ne peut pas les produire au Cameroun, nous les produisons au Portugal. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une production locale qui est en train de commencer et qui déjà, nous avons envoyé déjà une bonne quantité des échantillons vers la Nord pour pouvoir la certifier. Donc, logiquement, d'ici au 1er août, on aura déjà sur les rayons des supermarchés. Alors, à 52 ans, Christian peut-il dire qu'il est au sommet de sa carrière, au sommet de ses réalisations? Je ne peux pas savoir. Parce que je dirais c'est Dieu qui connaît. Parce que je ne peux pas dire que je suis au sommet. Vous savez, pour quelqu'un qui est parti de rien, quand vous réalisez quelque chose, vous pensez que vous êtes au sommet. Jusqu'au jour où vous vous rendez compte hier que vous êtes au sommet. Moi, je vais vous dire, je prends un exemple. Je me rappelle en 2001-2002, quand j'ai acheté mon premier véhicule. Bon, j'étais la première personne de la famille à avoir acheté un véhicule. Bon, pour moi, j'étais au sommet. J'étais au sommet à l'époque. Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'il puisse avoir un autre sommet que celui-là. Ben, aujourd'hui... Vous êtes à la tête de 3 entreprises. Oui, non. Aujourd'hui, ce véhicule de l'époque, je l'achète pour mon employé. En fait. Donc, en fait, c'est pour dire, je ne peux pas savoir si je suis au sommet. L'essentiel, ce que je peux dire, c'est que je continue tous les jours à travailler et à utiliser mon temps, parce que j'utilise 99% de mon temps au travail. Je ne connais pas les boîtes de nuit, je ne connais pas les snacks, je ne connais pas. Moi, c'est derrière mon bureau, derrière mon champ, derrière... je ne connais pas. Moi, je dis... Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, comment tu fais pour te relaxer? J'ai dit que je me relaxe, je suis très content quand je viens de découvrir quelque chose. Je suis très content quand je travaille. Alors, ça me relaxe. Je suis content de travailler. Alors, on va terminer avec un conseil. Quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ces jeunes-là qui veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat et qui rencontrent comme difficulté le financement? À l'endroit des jeunes, j'ai beaucoup de conseils à donner. Les jeunes aujourd'hui ne sont pas patients. Patience. Oh là là. Ils veulent courir. Les jeunes doivent apprendre à aller doucement.
Parce que vous allez vous rendre compte, depuis un bon bout de temps, je vois sur la toile des gens qui ont fait des levées de fonds, ça n'a pas marché. Mais imaginez-vous un petit enfant qui sort de l'école, il a 25 ans, on fait une levée de fonds de 25, 50 millions, on lui donne. Mais qu'est-ce qu'il connaît de la gestion de l'argent? Vous n'avez jamais géré 500 000, vous n'avez jamais géré 100 000. Mais c'est 50 millions, 25 millions que vous allez gérer. Non, ça va partir et vous ne saurez jamais comment ça fait pour partir. Commencez tout doucement. Tu as une activité à faire. Je vais vous prendre un exemple. J'ai des enfants aussi que je suis en train de former dans l'entrepreneuriat. Les jus que vous voyez, hein, que vous avez vu, que vous voyez que nous faisons là, ce n'est pas un projet à moi, c'est un projet d'un enfant que j'ai. Il me dit, je veux ouvrir un fast-food, mais je pense qu'il faut que je fabrique des jus. Je dis, d'accord, ok. J'ai commencé mon projet de jus avec 200 000 francs. C'est ce que je me dis toujours, 200 000. Parce que j'entends toujours les gens sont en train de dire, oh, le financement. Je dis, le financement, ce n'est pas le problème. C'est l'idée. L'idée, quand tu as une très bonne idée, bien ficelée, généralement, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. J'ai commencé avec 200 000. J'ai acheté des équipements, j'ai conçu et fabriqué des équipements pour 200 000. 200 000, là, ça englobe... parce que, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va au marché du recyclage, on achète des bouteilles recyclées, on lave, on cherche un bouchon neuf et on commence par là. Moi aussi, j'ai commencé par là. Ce n'est pas que je n'avais pas des moyens d'acheter une unité de 100 000, de 100 millions ou de 50 millions, non. Mais quand vous formez un enfant, évitez de faire que cet enfant commence sa vie au sommet. Parce vous pouvez ne pas être là et qu'il fasse faillite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut le faire commencer en bas. Parce que là, il se souvient là où il vient. S'il fait faillite, il peut rentrer de là où il a commencé et il recommence. Mais si vous le faites commencer dans les nuages, mais pour lui, toute sa vie, il pensera que c'est dans les nuages qu'il faut commencer. Il a utilisé une presse en main. Il a tellement tourné cette presse qu'il était musclé, il pouvait faire même la boxe. Au fur et à mesure qu'il progressait, je changeais de machine. Je le faisais exprès. Commençant à 200 000, aujourd'hui on fait, je crois que l'année dernière, on a fait, s'il te plaît, 150 millions de francs. Je le dis aux téléspectateurs. 150 millions de francs pour à peu près 100 000 litres. Juste pour les jus. Bien sûr. Donc, de 200 000 à 150 millions. Parce qu'il y a des moments où, quand moi je dis aux gens, il y a longtemps avant que je disais, quelqu'un me dit non, il est impossible aujourd'hui de commencer avec un capital de 10 ou bien de 25 000 et de faire. J'ai dit non, vous vous trompez. La preuve, je viens d'en faire au jour d'aujourd'hui. J'ai commencé cette histoire de médic avec beaucoup de gens. On était tous ensemble, on était là, ça ne fait pas longtemps. J'ai commencé avec 200 000. Mais aujourd'hui, j'en fais 150 millions. Donc, en fait, moi je dis, c'est l'idée. Ce n'est pas l'argent qu'on investit. C'est l'idée. Il faut avoir une idée bien ficelée et avoir un objectif et être travailleur. Et limiter un certain nombre de choses. Parce que vous allez voir un jeune aujourd'hui. Quand tu es un jeune, tu es en train de te chercher. Tu as 4 petites. Tu payes le loyer de 4 petites. Tu bois, tu descends 3, 4, un casier par jour. Des vices pareils. Mais quand est-ce que tu vas faire de l'économie? Les jeunes aujourd'hui veulent finir vers la fin. Mais travaille pendant que tu es encore jeune. Il faut, comment je peux dire, te sacrifier. Sacrifier un certain nombre de choses. Pour permettre que quand tu atteins un âge de 45, 50 ans, tu puisses te reposer et jouir de la vie. Ton dur labeur peut travailler pour toi. Mais quand tu veux commencer ta vie, tu veux d'abord manger étant petit là. Mais quand est-ce que tu vas donc travailler? Donc, à l'endroit des jeunes, moi je dis, il n'y a pas un problème de capital. Non. L'idée. Et les jeunes d'aujourd'hui, apprenez à apprendre le travail de votre père. Apprenez à donner des coups de main à vos voisins. Parce que vous ne savez pas qui demain va vous donner un coup de main dans votre vie. Il ne faut pas que votre voisin vous dise, pardon, aide-moi à acheter. Oh, mais attends, tu es mon père. Mais demain aussi, tu risques de le retrouver devant quelque part. Il va te poser la question, je suis ton père. Je ne suis pas ton père. Pourquoi est-ce que je vais t'aider? Apprendre à faire des choses pour rien.
Obéis aux parents. Ça aidera demain. Parce que tu ne sais jamais là où vous allez croiser la PD, où vous allez vous croiser demain. Tu ne sais pas. Allez doucement. Allez doucement, ça je dis toujours. Il y a des jeunes aujourd'hui pour leur endroit, ils veulent être riches. Je me suis insurgé sur les réseaux sociaux, sur cette histoire de levée de fonds. J'ai dit non. Les enfants aujourd'hui, apprenez à aller doucement. Prenez de la maturité dans la gestion de l'argent avant de vous engager dans des crédits, dans des prêts. Vous commencez votre vie avec des prêts, vous allez échouer. Alors, vous avez compris, les amis, on se quitte avec ces propos sages de Monsieur Jean-Christin Téné. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Merci.